Sarah, vous étiez l'avocate des victimes. Vous avez déposé 30 plaintes contre X à l'encontre du groupe Corion. Et c'est le groupe concurrent d'Orpea. Quelles sont ces accusations aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs chefs d'accusation, notamment homicide involontaire, mais ce n'est pas pour tous les dossiers, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, pour les principaux. Donc, chaque dossier, bien sûr, est singulier, mais ce sont des faits, à mon sens, d'une extrême gravité, même si pour l'instant, Corion est présumé innocent et que ce sera bien sûr à la justice d'en décider. Alors, pourquoi est-ce qu'une plainte contre X et pas contre Corion directement? C'est ça que je n'ai pas compris. Alors, parce que, on en avait parlé d'ailleurs tout à l'heure, en fait, quand vous regardez dans Infogreffe, qui est là où on peut voir les sociétés, pour Corion, il y a souvent des sociétés écrans, c'est-à-dire, par exemple, on signe avec Medica, avec une autre société, et donc pour englober plus de monde, entre guillemets, je les ai mis contre personnes non dénommées. Mais mettre une autre société est tout à fait légal, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors, Albert, comme je l'ai dit, vous avez travaillé pendant 15 ans pour le groupe Corion, vous avez été chef de cuisine, vous êtes devenu ensuite permanent syndical à temps plein. Qu'est-ce que vous avez constaté au fil des ans chez Corion? C'est une société qui est là pour faire uniquement du profit, de la rentabilité, c'est tout. Donc tout le reste est secondaire. Se dire qu'on fait de l'empathie, qu'on s'occupe des personnes âgées, ce sont les salariés qui s'occupent des personnes âgées. Eux, sur le terrain, bien sûr que oui. Vous prenez une aide-soignante, elle a entre 7 et 10 minutes le matin pour faire une toilette. Bon, quand je prends ma douche le matin, un coup de rasoir, un coup de brosse à dents, bon, au niveau shampoing, j'ai pas trop de problème, et prendre une douche, ça peut servir. J'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes. Là, une personne âgée qui est impotente, qui est sur un lit, qui est allongée, il faut la prendre, il faut la tourner, il y a des gestes techniques à faire, des gestes médicaux à faire, c'est hyper compliqué, entre 7 et 10 minutes. Tout ça pour faire de la rentabilité. C'est une salariée, une aide-soignante pour 10 résidents. Alors, vous nous donnez des exemples de la toilette. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner sur le quotidien en tant que résident Corion? Sur le quotidien, on en parlait avec Guillaume, une personne âgée, sur une journée de 24 heures, elle a 2 heures et quelques de présence humaine à côté d'elle. C'est vrai que ça, déjà, c'est un constat incroyable. C'est un constat qui est incroyable. La nuit, vous avez 2 à 3 personnes, dont souvent, il n'y a pas d'infirmière dans les maisons de retraite. Hein. La nuit, il n'y a pas d'infirmière. C'est un problème, c'est le SAMU. Comme personnel, alors, il y a quoi? Il y a 2 aides-soignantes, par exemple, à partir de 100 lits. 3. Pour 100 résidents. D'accord, pour 100 résidents. Voilà, donc elles prennent leur pause, elles vont se reposer, elles vont manger un morceau, elles vont fumer une cigarette, et il n'y a plus que 2 personnes qui restent dans les étages. Et donc il faut savoir aussi que les personnes âgées, ils ont des difficultés entre le jour, entre la nuit. On a des personnes qui ont des pathologies particulières, notamment Alzheimer, qui peuvent déambuler dans les couloirs. Si vous êtes au 2e étage, que la personne déambule au 4e étage, on fait comment? On ne peut pas le savoir. Alors donc, elles n'arrêtent pas de courir. C'est totalement, c'est un boulot de fou, quoi. C'est incroyable. Là, des exemples comme ça, ils sont incroyables parce que c'est vrai que 3 personnes pour 100 résidents dans la nuit. C'est vrai on sait que les personnes âgées elles se réveillent souvent dans la nuit. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des chutes. Est-ce que vous avez déjà vu vous un truc où on vous a raconté un truc qui s'est passé à une personne âgée qui est restée peut-être par terre toute la nuit parce qu'il n'y avait personne? Je ne sais pas, parce qu'on entend des choses incroyables. Oui. Alors, Guillaume. Oui, au niveau des choses incroyables, malheureusement, ça fait quand même des années qu'on apprend par les articles de presse régionaux des choses un peu, horribles. J'ai pas d'autre mot, c'est horrible, parce qu'effectivement, il y a des choses où on peut avoir des homicides entre résidents, sous manque de surveillance. Non, ah oui. Oui. Agression sexuelle aussi. Oui. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on connaît depuis assez longtemps quand même, malheureusement dans le secteur. On le dénonce, nous, à la CGT, depuis très longtemps. Au niveau du groupe Orpea, on vient de voir qu'effectivement, au-delà d'un problème effectivement de maltraitance, on se rend compte qu'il y a un système mafieux. Là, il est très clair, c'est posé. Aujourd'hui, on vient d'avoir perquisition sur le groupe, perquisition sur les directions régionales. Donc, effectivement, on se rend compte que, malheureusement, dans ce secteur d'activité, les opérateurs ne sont pas aussi bienveillants qu'ils le font croire. Je tiens à dire à tout le monde, quand même, quand vous regardez les 5 plus gros opérateurs dans les EHPAD lucratives, vous regardez les fondateurs de ces groupes, ils font tous partie des 500 plus grosses fortunes de France. Je vous parle d'un secteur qui a entre 25 et 30 ans maximum. Je vous parle d'un secteur qui est appuyé sur de l'argent public. C'est ça. Donc là, on a vraiment il y a un problème au-delà même, effectivement, des scandales qui arrivent et avec ce qu'on peut voir, effectivement, les familles, les salariés aussi, qui souffrent de ce système-là. Ne l'oublions pas. Alors, Guillaume, vous, qu'est-ce que vous avez
vu, est-ce que vous étiez pendant 18 ans, vous avez été licencié après 18 ans de service en tant que chef cuisinier. Est-ce que vous pouvez nous raconter le quotidien de ces personnes qui sont résidents là-bas, même au niveau de la nourriture, même au niveau de comment ça se passe au niveau des repas? Est-ce que vous avez vu, parce qu'on dans le livre de Victor, on a vu plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller, nous éclairer? Alors, le côté le plus marquant pour tout le monde, en tout cas, c'est effectivement le coût journalier que nous avons dans ces établissements pour nourrir les résidents. Corian, Orpea... Combien ça coûtait pour un résident, par exemple? C'est par jour, vous prenez 4,50 € pour faire le petit déjeuner, le repas de midi, le 4 heures et le repas du soir. Quoi? Donc ça coûte à Orpea 4,50 € et combien à Corian, à Domus. C'est à peu près tous les mêmes tarifs. 4,50 € par résident, et combien paye un résident par mois? Alors, on va prendre des moyennes. Oui, la moyenne, exactement. On va prendre des moyennes. Sur les établissements Orpea, Corian, on est entre 3 et 4 000 € par mois. En sachant que vous avez des établissements en fonction de où vous êtes géographiquement situé. La région parisienne est une région effectivement dense au niveau population et avec au niveau logement, des loyers très chers. Donc vous avez là effectivement des loyers qui tournent plus aux alentours de 7 000 €. Je parle de loyers parce qu'effectivement nos entreprises, eux, vous font croire qu'effectivement c'est des sociétés de santé. Non. Ce sont des foncières. Exactement. La société Orpea a un chiffre d'affaires à peu près pour 2021 de 4 milliards et 4 milliards 2. Par contre, vous regardez, ils ont un patrimoine immobilier de 8 milliards. C'est incroyable. Et pour ajouter sur l'argent public, ce qui est important, le salaire des soignants est financé à hauteur de 60% de la masse salariale par la sécurité sociale quand même. Bon. Votre commerçant de quartier, il n'a pas 60% que l'État lui verse pour payer ses salaires. Les dispositifs médicaux qui sont payés aussi avec que de l'argent public. Mais Guillaume, c'est départemental. Donc les dispositifs médicaux, pour que tout le monde comprenne bien, ce sont les protections, les couches. Oui. Vous voyez dans le livre de Victor Castanet qu'on a des rétrocommissions. Alors ils appellent ça des RFA, des rétrocommissions. Rétrocommissions sur des dispositifs médicaux payés avec de l'argent public. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, mais moi j'appelle ça du vol. Bah oui. Bien sûr. C'est incroyable cette histoire. C'est fou. Hein. C'est fou. Et quand vous dites 4,50 €, donc un résident coûte 4,50 € par jour, en coût matière repas. Donc vous vous rendez compte du profit, ça veut dire qu'il coûte... regardez-vous, avec 4,50 €, est-ce que vous êtes capable de pouvoir manger ne serait-ce que le midi sur Paris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rations sont quoi? Non, la qualité. Alors, la qualité. C'est global. C'est global. Il faut mesurer aussi comment ces gens-là conçoivent leur business. C'est l'économie d'échelle. On va prendre le groupe Orpea, 227 établissements, ils ont centralisé les repas. Donc là aussi l'aberration, c'est-à-dire qu'on oublie totalement les goûts dans les régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Orpea, tout le monde, je vous dis n'importe quoi. Dans les 227 établissements, c'est le même repas? La même chose. Ah d'accord. Donc au niveau des achats, vous comprenez bien que quand vous faites du bourguignon, c'est pas 50 grammes de bourguignon que vous allez acheter, c'est des tonnes de bourguignon que vous allez acheter. Après, vous apprenez dans les scandales qui viennent de révéler que Orpea avait monté une centrale d'achat en Suisse, pour permettre effectivement de détourner de l'argent via sa centrale d'argent en Suisse. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que cette histoire est folle. Et donc 4,50 €, vous dites c'est quoi? C'est des produits de mauvaise qualité qui sont servis aussi? Alors la mauvaise qualité, c'est très subjectif. D'accord. Là, moi, où ça me pose problème, alors là, pour le coup, effectivement, on va voir avec les rapports IGAS et IGF qui sont tombés, où il y a eu des mises en doute sur effectivement l'apport nutritionnel effectif de ces repas. C'est-à-dire que nous, à la CGT, on a des doutes sur effectivement le rationnement, entre guillemets, en tout cas les grammages qui nous sont imposés en tant que chef de cuisine. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Je vous donne un exemple. C'est très frappant pour moi parce que quand vous le posez dans une assiette, le rôti de veau le soir, dans nos établissements, c'était 40 grammes. Je vous demande à tous de peser 40 grammes et de le mettre dans une assiette et de vous rendre compte de ce que ça représente pour manger le soir. En sachant qu'en plus, au niveau de l'amplitude horaire, au niveau de la prise de repas, pour nos résidents, et pratiquement dans toutes les EHPAD, c'est à peu près pareil, 18h30, 19h quand tout va bien. Mais c'est plus 18h30. Et c'est jusqu'au lendemain, 7h. D'accord. Donc, quand vous avez 40 grammes de protéines dans le corps... Pour 13 heures. Jusqu'au lendemain, pendant 10 heures à peu près. En fait.
Alors là aussi, hein, on a des chiffres, hein, il y a des chiffres qui le démontrent. Hein, on estime à peu près à 70% de taux de dénutrie dans les établissements. Quoi, c'est incroyable. Et donc il est arrivé voilà, qu'il y ait des personnes voilà, qui se disent, voilà, qui se lèvent la nuit, qui disent qu'on a envie on a faim, qui retrouvent personne, qui cherchent la nourriture. Oui, alors la nuit est prévue une collation, un petit gâteau, D'accord. un yaourt, on ne sait jamais, ça cale la faim. Mais moi, ce que je dis au-delà de ça, c'est encore une fois de plus les salariés qui prennent le dessus, parce que nos cuisiniers, en EHPAD, ils sont bons, hein. C'est des professionnels, ils sont allés à l'école, ils ont travaillé dans du privé ou ils ont travaillé dans des restaurants et ils arrivent à compenser par la qualité de leur travail un petit peu la qualité de... Comme vous disiez, c'est pas de la mauvaise qualité qu'on a. Mais par exemple, on a de la vache allemande pour faire de bœuf bourguignon. Vous savez que les Allemands font beaucoup de lait et quand les vaches ne font plus de lait, on les tue. Et ces vaches-là, on les vend pour la collectivité. Moi, j'ai travaillé dans ce secteur-là, donc je sais de quoi je parle. Donc, on bouffe de la vache allemande qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 10 ans. Et donc, alors, effectivement, il faut être vraiment... moi, j'ai toujours dit que nos cuisiniers étaient des magiciens. On est tous les deux cuisiniers, donc nous sommes des magiciens. Parce qu'on arrive à faire du bon, de la qualité, avec des produits qui sont très difficiles à travailler. Alors, vous êtes restés tous les deux assez longtemps, 15 ans et 18 ans. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes restés... bien sûr, vous êtes restés aussi longtemps là-bas. Est-ce que quand vous étiez chez vous le soir, vous disiez, franchement, c'est des conditions inacceptables et j'ai essayé de faire bouger les choses. Vous êtes tous les deux délégués syndicaux, CGT, donc forcément, vous avez dit, on veut essayer de faire bouger les choses. Moi, ce qui m'a fait rester dans le groupe, je pense qu'Albert, ça va être à peu près la même chose, c'est qu'effectivement, mon engagement syndical qui m'a fait rester dans le groupe. D'accord. C'est que très très tôt, il a fallu, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des problématiques, et en tout cas, de ce qu'on me demandait de faire, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, à partir du moment où, dans ces groupes-là, vous commencez à faire remonter auprès de votre hiérarchie en disant « Non, mais attendez, ce que vous me faites faire, c'est pas possible, on n'y arrive pas, il y a des problèmes, on se rend compte qu'on est au niveau, en tout cas, de ce qui devrait être rendu, ça va pas, ça passe pas. » Et là, vous commencez à rentrer en conflit avec votre hiérarchie. Et donc, très, très vite, en tout cas pour moi, mais je pense que pour Albert, c'est la même chose, il m'a semblé nécessaire d'aller, en tout cas, me syndiquer. Et en plus, très, très vite, après, m'engager au niveau syndical dans mon entreprise. Ouais, moi, je suis rentré en maison de retraite pour des raisons tout à fait personnelles. J'avais ma tante et ma mère qui étaient en maison de je n'avais besoin je ne pouvais pas participer à la vie de ma mère et de ma tante, donc je voulais participer à la vie d'autres personnes. J'ai perdu beaucoup d'argent, je travaillais dans des restaurants, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais peu importe, je m'en foutais, je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et comme Guillaume, à un moment donné, quand on a vu les conditions de travail, quand on a vu ce que nous on veut faire, moi, combien de fois j'ai dit dans des réunions nationales d'accord, je dis mais moi, je fais plus mon métier, c'est plus mon métier. Si j'avais su, quand j'ai fait mon école hôtelière, quand j'avais 17-18 ans, que j'allais faire ce métier-là, j'aurais pas fait d'école hôtelière. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bien sûr. Ouais. Je suis pas cuisinier. Vous avez été déçu, en plus, vous étiez... Mais complètement déçu. Parce que vous avez laissé tomber un travail dans lequel vous gagnez bien votre vie pour... Et parce que où je m'éclatais, où on faisait véritablement de la cuisine. Et là, on se retrouve à faire manger des gens avec des moyens limités, c'est pas notre métier. Mais ce que je vous dis en tant que cuisinier, les aides-soignantes, les infirmières vous le disent aussi. Elles sont allées à l'école, elles aussi, hein, elles ont fait des études. Elles disent, mais à l'école, on nous apprend pas à faire ça. Je me reconnais pas dans un métier d'aide-soignante ou dans un métier d'infirmière. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les salaires sont plus élevés que dans des groupes hospitaliers publics? C'est ça que j'ai envie de dire. Alors là aussi, pour le coup, ça c'est des chiffres du ministère, de la Dresde. C'est qu'effectivement, dans notre secteur, on a, donc notre branche professionnelle, sur le salaire médian, on a 400 € d'écart. D'accord, en plus, quoi, vous êtes au-dessus. En dessous. En dessous, en dessous. Ah oui. En des autres branches. Des autres branches. D'accord, ah oui. Et si vous prenez la branche qui est la plus rémunératrice, il y a 1 000 € d'écart. D'accord. Pour diplôme équivalent. Donc effectivement, quand vous prenez une infirmière, un bac+3, quand on regarde la pénurie d'infirmières, mais ça ne va pas s'arrêter, hein. Malheureusement, sachez-le. Ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, juste Guillaume et Albert et d'ailleurs Sarah, est-ce qu'on voit des inscriptions de moins en moins nombreuses dans ces groupes après tous ces scandales qu'on a entendus, ou est-ce que c'est toujours aussi prisé, il y a toujours autant de monde, Sarah? On n'a pas forcément d'autres solutions. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ce qui est terrible, c'est ça. En fait, où est-ce qu'on peut... Enfin, la question, c'est que fait-on? Parce que on ne peut pas se passer, à mon sens, des EHPAD privés. La question, c'est quelle solution on peut offrir? Et donc, c'est toujours plein. On a un manque de place. On a un manque de place. En France, on a 7500 EHPAD. Le secteur lucratif en représente à peu près 25%.
On estime qu'il nous en faudrait au moins 2000 de plus avec ce qui va arriver à la population vieillissante. Nous, à la CGT, on estime qu'il nous manque 200 000 professionnels dans ces EHPAD. Bon, vous imaginez le chantier là que je suis en train de vous décrire. On voit bien qu'effectivement, les gouvernements successifs, en plus, nous annoncent, ça fait le 3e qui nous annonce, enfin le nouveau, on va peut-être voir ce qu'il va nous proposer, mais enfin en tout cas, ça fait 15 ans qu'on nous annonce un plan grand âge. Il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Les scandales se poursuivent les uns derrière les autres. On arrive avec Orpea. Je pense que là, quand même, il va falloir faire quelque chose. Alors, ils ont ouvert des enquêtes pour les plaintes que j'ai déposées au parquet de Nanterre. Et le parquet de Nanterre a réagi très Il risque vite. quoi, là? Alors, il risque quoi? Des condamnations, mais pour l'instant, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Non, mais au pire, c'est quoi? Ils vont avoir des grosses condamnations financières. Les personnes que je représente ne sont pas animées par une volonté financière. Je sais, non, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne va pas fermer ces établissements. Il y a des établissements qui ont été fermés, il y a des EHPAD qui ont été fermés. Là, le but, la justice tranchera, mais là, la question, c'est que fait-on pour la suite? Et là où j'ajouterais quelque chose, c'est que les gens, quand ils payent 4 000 €, ils s'attendent à un très bon service. Bien sûr, c'est ça. ça. Quand on va dans le public, l'extérieur, mais quand on va dans le public et que c'est pas terrible, on se dit, c'est le public. Quand on met 4 000 €, j'ai des personnes qui se sont endettées et qui sont en commission de surendettement pour avoir payé Orpea. Donc, qui ont fait de réels sacrifices pour leurs parents en disant je vais offrir le meilleur. C'est ça, oui. Là, alors on parle d'Orpea, on parle de Corian, mais malheureusement, il y en a beaucoup. Oui. Et là, j'ai le témoignage d'un ami qui m'écrit, qui me dit ma maman est dans une maison de retraite. Je pense à tous les gens qui se disent mais comment on va faire quoi? Eux, c'est un autre établissement que je ne vais pas citer. Gros scandale, l'ARS a fermé cet établissement pendant 6 mois. Ma maman est tombée dans un escalier avec son fauteuil roulant pour manque de barrière et d'attention, fracture de la mâchoire, hématome de l'épaule. Nous sommes dans la peine. Ma sœur ne veut plus la remettre dans l'EHPAD. Elle l'a pris chez elle. Ce sont des roublards et le personnel n'en peut plus. C'est un témoignage et j'en reçois plein. Et nous donc aussi, comme vous, et on voit que le personnel n'en peut plus, mais les gens, comment ils font? Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, le constat, là, je vous le redis, c'est pas aujourd'hui, ça fait pas 5 mois depuis que le livre de Victor est sorti. Bien sûr. En 2018, il y avait déjà eu des mouvements dans les EHPAD, on avait déjà renoncé, on a eu la grève de Fougeran, 117 jours de grève. Enfin, là aussi, il va falloir que ça soit la société qui s'en empare. Là, il y a un problème sociétal, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos anciens et comment on en prend en charge. On est en 2022 en France, je suis désolé de vous le dire, mais on n'est pas digne. On n'est pas digne. Les pays nordiques dépensent entre 4 et 5% de leur PIB, produit intérieur brut, pour la prise en charge de la dépendance. Oui. En France, on est à 0,5 et Véran aurait annoncé qu'effectivement, si on faisait un gros effort il passerait à 1,5. Mais bon, il n'est plus là, donc à mon avis, ça ne va pas le faire. Nous, on n'est pas contre le système EHPAD. Le système EHPAD, il est pas pire qu'un autre. C'est comment sont gérés les EHPAD qu'on critique. C'est ça. Et puis de toute façon, il est très clair aussi qu'il est inconcevable que dans la santé, nous puissions avoir du lucratif. C'est pas possible. Comment il est envisageable qu'on puisse soigner des humains ou prendre en charge des humains et que derrière vous ayez des sociétés cotées en bourse. Il y a un illogisme total. C'est ça. Oui, Guillaume. Non, il y a deux choses que vous dénoncez, c'est le fait de maximiser les profits quitte à offrir des prestations déplorables et aussi la maltraitance. Et là où on imagine qu'il y a des directives clairement de la direction pour faire un maximum de profit, comment vous expliquez la recrudescence de maltraitance? Est-ce que c'est parce que le personnel est à bout peut-être? Le personnel m'écrit beaucoup, il est à bout, on est maltraitant malgré soi. Quand vous êtes une personne pour un étage, je ne vois pas comment vous pouvez bien faire votre travail. Quand monsieur il explique qu'il y a 7 minutes pour laver quelqu'un, si si la personne elle est âgée, qu'elle ne peut pas et qu'il faut la retourner, les 3 derniers rapports des députés le marquent clairement, c'est marqué. On parle de maltraitance institutionnelle. D'ailleurs, je souhaiterais même qu'on arrête de parler du personnel. C'est le système qui est maltraitant. Bien sûr. Arrêtons de dire que... Alors, bien entendu, on va tomber sur des gens qui vont être pas bien, mais sur la très grande majorité, heureusement qu'on a du personnel dans ces boîtes-là qui se crèvent. On a le plus haut taux d'accidents du travail de tous les métiers. Plus que le bâtiment. Devant le bâtiment. C'est fou. Ouais. On a des femmes, la plupart du temps, c'est un métier hyper féminisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. 50% des aides-soignantes n'arrivent pas à la retraite. Elles sont soit en inaptitude, soit elles ont des problèmes, elles arrêtent avant, elles sont malades. 50% des aides-soignantes n'arrivent pas à la retraite, n'arrivent pas à 62 ans. Moi, j'en ai qui m'écrivent qui sont des femmes seules, qui ont 2 enfants à nourrir, qui me disent de toute façon, je ne peux pas quitter ce travail. Bien sûr. C'est ça qu'il faut la précarité sociale de ces milieux-là aussi, que ces grands employeurs, avec leurs beaux discours et tout ça, utilisent et pressurisent. Le nombre de licenciements pour inaptitude que j'ai fait, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour quelqu'un qui, effectivement, pas un haut niveau social, scolaire, à 45 balais, se retrouver à la rue? Parce que c'est à la rue,
on vous pète et on vous jette. Sachant qu'en plus, elle n'avait pas le diplôme, elle faisait faisant fonction, parce que maintenant c'est autorisé. Une personne qui n'a pas le diplôme a le droit de faire fonction. Mais elle n'a pas le diplôme, elle n'a pas passé tous ses modules, elle n'est pas allée à l'école, mais elle a appris sur le tas, et donc elle a le droit de faire des actes médicaux en faisant fonction. Elle est payée comme une femme de ménage, mais fait fonction. Ben forcément, ça pose des problèmes. Mais Béatrice. Tout ce que vous dites, je l'ai vécu avec ma grand-mère qui est décédée en septembre. Elle était dans un EHPAD et on était très malheureux. Ça fait culpabiliser les familles aussi parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on n'avait pas d'autre solution. On se relayait, on y allait quasiment tous les jours. Et même en y allant tous les jours, il manquait toujours quelque chose, du papier et des choses vraiment de la dignité de base, quoi, de la dignité humaine, du papier toilette. Des serviettes hygiéniques, on lui en achetait nous-mêmes, on lui achetait un petit frigo parce qu'effectivement elle avait faim, elle se réveillait, elle a perdu, à la fin elle faisait peut-être 30 kilos, enfin c'était vraiment incroyable. Et donc j'ai vécu, quand elle appelait sur le bouton rouge, parce qu'ils ont un bouton rouge, personne ne venait pendant des heures. Une fois ma mère a fait le test en chambre, elle a attendu 2 heures un après-midi avant que quelqu'un vienne. Enfin, tout ce que vous décrivez à tous les niveaux, en fait, c'est la nourriture. Et effectivement, il y a des infirmières qui sont formidables, qui portent à bout de bras des personnes âgées et qui se cassent le dos, etc. Donc, on ne peut pas les blâmer. Il n'y a juste pas assez de personnel. Et il y a des listes d'attente. Et quand on râlait, on nous disait, vous savez, si vous n'êtes pas contente, vous pouvez dégager. Mais nous, on n'avait pas de solution parce que ma grand-mère, elle avait 101 ans quand elle est décédée. Elle était trop dépendante et il n'y avait pas d'autre solution. Et donc, nous, on pensait aussi aux gens qui n'ont pas de visite, parce que nous, on y allait tous les jours, mais il y a des gens qui n'ont aucune visite, et là, c'est vraiment la catastrophe. Le Covid a aggravé les choses avec les confinements, l'isolement en chambre, les masques. Il faut savoir que ces gens finissent leur vie aujourd'hui en ne voyant pas un visage humain, ils ne voient que des masques, c'est absolument terrible. Voilà, et je pourrais en parler, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vraiment terrible, et il y a une culpabilisation, nous, on ne s'en remet pas, parce qu'on n'avait pas de... Pardon. On n'avait pas le choix, on ne savait pas quoi faire d'autre. Elle a dû vendre son petit appartement, ma grand-mère, pour payer Et pourtant, effectivement, il y a une grosse partie qui est remboursée par la sécurité sociale, mais ça ne couvrait pas tout. Absolument. Et on faisait tout ce qu'on pouvait. On lui amenait chaque jour des pâtisseries, des choses et tout. Mais voilà. Et le pire, je vais vous dire le pire, c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes, de ces résidents, qui ont encore leur tête et qui se voient être là-bas et qui comprennent tout, qui voient qu'on a 2 minutes pour les laver, qui se sentent brutalisées dans leur intimité, elles sont toutes nues dans des douches debout et tout, c'est horrible. Et c'est ça le pire, je crois que c'est la partie psychologique à la limite, parce que les gens savent que c'est comme ça qu'ils vont finir leur vie. Et voilà, c'est vraiment terrible, quoi. Vous avez souligné le confinement dans les EHPAD au moment du Covid. Un exemple frappant, hein. Un copain à moi, sa maman est en EHPAD, elle a 90 ans, il ne peut pas aller la voir, il sait qu'elle va mal, il sait qu'elle est tombée, il n'a pas de nouvelles, il reçoit un coup de téléphone le matin à 8h, les pompes funèbres de Châtillon, 92 Châtillon, pompe funèbre qui dit « Ah, monsieur X, on est en train de mettre maman dans la housse, vous pourrez venir la voir au crématorium, mais par contre, on ne pourra pas ouvrir le cercueil. » Il appelle la direction, le directeur n'était pas là, il a eu les condoléances, c'est un établissement Corian, c'est sorti dans la presse, il a eu des condoléances de son directeur plus d'une semaine après. Incroyable. Il n'a même pas été prévenu par l'institution que sa maman était décédée sur les pompes funèbres qui l'ont appelé. C'est scandaleux, ça, quand même. Elle est où, l'humanité, là? C'est incroyable. Je vous rejoins ce que vous dites, madame.